Vous savez, il y a deux choses qu'on ne peut pas improviser quand on lance un produit. Bien comprendre son marché et faire les bons choix techniques. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, ici David Cos pour vous aider à rendre vos équipes produits vraiment géniales. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré le schéma global pour structurer efficacement une équipe produit et approfondir la façon d'initier la vision et le cadrage. Tout cela étant le fruit de mon expérience, je vous invite évidemment à le voir comme une source d'inspiration plutôt qu'un modèle à suivre à la lettre. Je vous rappelle que vous trouverez tout en description, les liens vers les autres épisodes et de quoi télécharger la dernière version du schéma. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet avec la partie préparation. Plus précisément, on va se concentrer sur l'étude du terrain, analyser les besoins et opportunités et définir les choix techniques structurants. C'est parti. Commençons par l'analyse des besoins et opportunités. L'idée ici, c'est vraiment de comprendre en profondeur son marché et ses utilisateurs. La première étape que je vous recommande, c'est de créer des fiches persona. C'est super pratique pour dresser le portrait de vos utilisateurs types. Voici un exemple disponible sur l'application Canva. Vous y notez vos hypothèses sur ce qu'ils cherchent à accomplir, ce qui les agace au quotidien et comment ils se comportent habituellement. Après avoir couché ces premières idées sur papier, l'idée c'est d'aller vérifier sur le terrain. Allez à la rencontre de vrais utilisateurs pour voir si vos hypothèses tiennent la route et affiner votre vision. Ça sert à ça. J'ai vu un product manager par exemple partir plusieurs jours en Italie, son marché cible, pour comprendre les mécaniciens qui utilisaient son application de pièces détachées. Cette immersion lui a révélé des aspects qu'il aurait jamais pu deviner depuis son bureau. Il avait ensuite pris l'habitude d'y retourner très régulièrement pour avoir du feedback sur le produit en cours de développement. Si vous avez des doutes sur l'adéquation entre votre produit et votre marché, ce qu'on appelle souvent le product market fit, ou si c'est un aspect crucial pour vous, je vous conseille de faire appel à des experts en recherche utilisateur pour vous aider. Ils seront capables de mener des interviews et des enquêtes utilisateurs plus poussées. Sinon, ce travail revient souvent au leader produit, idéalement accompagné par l'équipe. Il existe beaucoup d'autres techniques pour analyser le comportement de vos utilisateurs, comme le Customer Journey Map ou encore l'Empathy Map. Oui, je sais, ça fait beaucoup de trucs en map. Je vais pas tout passer en revue là, l'épisode serait trop long, mais je vous donne accès à toute cette boîte à outils en description. S'il y a bien un aspect sur lequel ça vaut le coup que vous alliez expérimenter des nouveaux outils, c'est sur la compréhension de vos utilisateurs et de votre marché. Après ça, une analyse des concurrents sera un passage obligé. Faites une liste des acteurs du marché, testez leurs produits en profondeur et documentez leurs points forts et leurs points faibles, leurs tarifs et leur positionnement marketing. Vous pouvez utiliser des cadrans, entre autres, pour organiser visuellement vos concurrents sur différents critères. Attention toutefois, vos vrais concurrents ne sont pas forcément ceux qui proposent un produit similaire au vôtre. Ce sont tous ceux qui répondent aux mêmes besoins pour vos clients. L'exemple parfait, c'est la société Blockbuster aux États-Unis, qui s'était concentrée sur le marché des magasins de location de vidéos, pendant que Netflix rendait totalement obsolète l'idée même de se déplacer pour ça. Pour structurer toutes ces observations, le Value Proposition Canvas est particulièrement utile. Il vous force à faire le lien entre les problèmes de vos utilisateurs et vos solutions. Voici à quoi ressemble ce Canva pour un persona donné. Avec à droite la partie où vous décrivez ses activités, ses bénéfices attendus et ses problèmes. Puis à gauche, vous faites correspondre tout ce que votre produit propose en face des éléments que vous avez listés. Évidemment, s'il y a des trous ou des incohérences, ça veut dire que vous avez encore du travail. Regardez Apple avec son Vision Pro. Malgré toute l'innovation qu'il apporte, le casque ne se vend pas comme prévu. C'est un parfait exemple qui vous montre qu'un produit même révolutionnaire doit répondre à un vrai besoin et être proposé au bon prix pour réussir. Parlons maintenant technique. C'est souvent le parent pauvre de la préparation et pourtant ça peut faire toute la différence. Voici quelques points essentiels à bien réfléchir pour poser un premier jet d'architecture cible. D'abord la performance. Combien d'utilisateurs en même temps, quel pic d'activité, comment on gère la montée en charge, ce genre de choses. Ensuite les compétences de l'équipe. Inutile de choisir la dernière techno à la mode si personne ne sait s'en servir. Et enfin tout ce qui concerne le fait d'automatiser les tests, l'intégration et les déploiements. C'est comme construire des fondations solides. On ne les voit pas, mais c'est des choses indispensables. D'ailleurs, ça me rappelle une fois où j'ai dû mettre tout un projet en pause juste pour mettre en place des tests automatisés. C'est un peu comme si vous rangez une bibliothèque en vrac, à un moment il faut bien s'arrêter et tout classer. Bah là c'est pareil. Pour le mobile aussi, il faut faire des choix dès le départ. Est-ce qu'on fait du 100% natif avec des experts iOS et Android ? Est-ce qu'on utilise un outil qui permet de coder une seule fois pour les deux plateformes ? Ou est-ce qu'on se concentre d'abord sur une seule plateforme pour aller plus vite ? Tout ça, c'est des choix super importants et il faut les faire le plus tôt possible. Un dernier conseil, ne cherchez pas à tout faire vous-même et pensez à la stratégie make or buy. Concentrez-vous à développer ce qui fait vraiment la différence pour vos utilisateurs et qui doit devenir votre valeur ajoutée différenciante. C'est là qu'il faut mettre le paquet. Appuyez-vous ensuite sur ce qui existe déjà pour le reste. J'ai connu une entreprise e-commerce spécialisée qui voulait absolument développer sa propre marketplace en interne. Et ça leur a pris une plombe. Pendant ce temps, leurs concurrents étaient plus malins.
ils ont acheté une solution existante et se sont attachés à apporter de la valeur ajoutée en l'adaptant aux spécificités de leur secteur. Résultat, ils n'ont pas seulement rattrapé leur retard, ils ont pris l'avantage. Ces décisions techniques, ça peut sembler un peu abstrait au début, mais elles vont structurer tout votre développement futur. Prenez le temps de bien y réfléchir tout en gardant à l'esprit que rien n'est gravé dans le marbre. N'oubliez pas, l'important n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de savoir quelles questions poser. Dans les liens en description, vous trouverez des ressources détaillées sur chacun des outils que nous avons évoqués et de quoi télécharger le schéma sur lequel je me suis appuyé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler de la constitution de l'équipage. À bientôt!